Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'expert IT. L'émission est proposée par Zenith RH. Je m'appelle Stevie et nous avons créé cette émission pour donner la parole aux experts qui permettent de faire grandir, enrichir euh, le cercle des managers IT, freelance IT et recruteurs IT. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir comme invité Florence Le Goff, qui est une experte, je veux dire, des finances, du patrimoine, et qui va nous donner des conseils pour les freelances, pour qu'ils puissent mieux gérer leur patrimoine, mieux gérer leur situation financière. Bonjour Florence. Comment ça Bonjour Stevie. Je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir essayer de partager mes connaissances, mon savoir et surtout mettre à profit toutes ces connaissances. Je vais peut-être commencer par me présenter. Ah oui, oui, je veux bien. Donc, je suis Florence Le Goff. Je suis présidente d'un cabinet de family officer qui s'appelle Firenze Patrimoine que j'ai créé en 2022. Alors, d'où m'est venue cette volonté de création? J'ai d'abord fait des études d'expert comptable, puis j'ai travaillé dans une banque qui était spécialisée dans la gestion du patrimoine des chefs d'entreprise et de leur entreprise. Et là, j'ai passé un master 2 en gestion de finances, gestion de patrimoine, toujours orienté gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Et ensuite, cette banque s'est fait racheter en 2011 par BNP Paribas, où là, j'ai travaillé au sein de la banque privée chez BNP Paribas, où je m'occupais toujours de la gestion de patrimoine des chefs d'entreprise. Et puis au sein d'un centre d'affaires où là c'était vraiment le cœur de la machine, c'était l'entreprise et toujours la gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Donc, cette connaissance, je l'ai depuis des années. Et puis lorsque j'étais chez BNP Paribas, j'ai fait une petite formation à HEC où là je me suis spécialisée vraiment dans la finance des chefs d'entreprise et des entreprises. Et suite à cela, j'ai créé donc Firenze Patrimoine, où là j'ai créé donc des liens avec des avocats fiscalistes, avec des notaires, des experts comptables et des sociétés, et une société en particulier qui s'appelle PME Easy, qui aide les freelances lorsqu'ils connaissent toutes les questions et toutes les problématiques de freelance. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Du coup, merci pour ta présentation. C'était hyper intéressant. Et je voulais revenir sur le pourquoi on t'a invité et pourquoi je voulais que tu viennes nous expliquer des choses. C'est parce que je me rends compte que avec notre cabinet de recrutement, on est souvent confronté aux freelances et ça semble difficile pour eux de savoir comment se positionner vis-à-vis de leurs revenus, vis-à-vis de la création de leur entreprise, de comment anticiper pour gérer leur patrimoine. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était hyper intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, dans ma clientèle, je côtoie beaucoup de freelances. Mhm. Alors, les freelances essentiellement dans l'IT, mais pas que dans l'IT, mais majoritairement dans l'IT. Déjà, il faut savoir que le statut de freelance n'existe pas, juridiquement parlant. C'est-à-dire que lorsque le freelance veut devenir freelance, il va devoir choisir un statut juridique. Donc ça, on va déployer ça ensemble un peu plus loin pour savoir quel statut sociétal est le plus adapté au freelance et pourquoi. Aussi, le freelance, pourquoi il devient freelance? C'est aussi un souci de liberté, et choisir ses missions, choisir ses clients. C'est une certaine liberté, une certaine indépendance. Et il y a aussi la motivation pécuniaire, c'est-à-dire que les revenus d'un freelance sont généralement supérieurs, alors en moyenne, 2 fois à celui d'un salarié pour le même travail, à peu près. Ensuite, il faut voir Mhm. quelle structure sociétale on choisit. Il y a aussi, alors quand on est freelance, il y a une certaine irrégularité dans les revenus. C'est-à-dire que un freelance peut très bien, à partir du moment où il facture à son client, être payé par exemple 60 jours après. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire pendant ces 60 jours, parce qu'il faut qu'il continue à vivre et à subvenir à Mhm. ses besoins. Il y a aussi des missions, il peut être peut-être mieux payé dans certaines missions, avoir une autre mission après où il sera moins bien payé pour X ou Y raison. Donc il n'y a pas cette linéarité dans les revenus
comme un salarié, par exemple. Et il y a aussi le fait que entre deux missions, il peut très bien y avoir un moment où il n'y a pas une autre mission, donc il y a un trou. Et il faut pouvoir aussi avoir des revenus pour subvenir à ses besoins. Donc le côté financier, le côté se mettre de côté, se créer une épargne de précaution, j'appellerais ça une épargne de précaution, est très importante pour les freelances. Puis, quand on veut devenir freelance, donc il faut qu'on se crée une structure sociétale. Alors en fait, on a 3 possibilités. La première, ça va être ce qu'on appelle la micro-entreprise. Anciennement, on appelait ça auto-entrepreneur. Bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients que l'on va aborder. L'autre structure, ça va être l'EURL, unipersonnel à responsabilité limitée. C'est-à-dire que c'est une SARL avec un seul associé. L'autre structure, ça va être une SASU, donc Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc c'est une SAS avec un seul associé et qui va être président. On va développer les avantages et les inconvénients de ces 3 structures. Tout d'abord, la micro-entreprise. Alors, l'avantage de la micro-entreprise, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on va avoir des obligations, notamment comptables. Quand on est en micro-entreprise, la comptabilité, on n'a pas besoin d'avoir un comptable ou un expert comptable. C'est juste un cahier où on va relever toutes ses recettes et ses dépenses. Donc c'est très très simple. Ensuite, on va pas payer de TVA jusqu'à temps. Alors là, bon. Oui, ça change souvent, ça. C'est en cours, il y a certaines modifications ou pas. Bon, pour l'instant, il y a un seuil qui a été fixé et il risque de baisser ou pas. Bon. Mais il y a un seuil, je donne pas les montants, ou si vous voulez, je peux vous donner les montants. Oui, non, c'est pas forcé, vu que ça va forcément changer. Je peux En potentiellement fait, c'est changer. jusqu'à 39 100 euros et il prévoit d'abaisser ce seuil à 25 000 euros. Donc D'accord. ça va être déterminé là au 1er juin. J'ai vu qu'il y avait une pétition qui avait été signée là au Parlement parce que les freelances bien sûr, ça veut dire qu'ils doivent augmenter les prestations de 20% parce que la TVA est à 20% sur les services, donc c'est pas négligeable. Là c'est en pourparlers, donc c'est pour ça que là je suis un peu floue parce que entre les pétitions. Mais on parle souvent d'un autre truc avec la micro-entreprise. Il y a une aide aussi au début lorsqu'on a créé le l'ACRE, non? C'est pas ça? Alors Ou oui, ça je vais en parler en fait Ah, l'ACRE si tu veux. Oui, je je suis vais en allé trop parler. vite. Oh, oui. Je vais en parler après, notamment, tu peux t'en servir de cet argent-là. Déjà, par rapport aux charges sociales, tu as des avantages, mais je vais en parler. Et aussi, mettre cet argent de côté, c'est une des solutions pour mettre l'argent de côté pour pouvoir faire ton épargne de précaution. Donc oui, je vais en parler de l'ACRE. Donc par rapport à cette TVA, et les cotisations sociales sont simplifiées. Donc il y a un taux forfaitaire. Voilà, donc pour toutes les entreprises de services, on est à 21%, bon bref, de charges sociales. Par contre, l'inconvénient de la micro-entreprise, c'est que lorsqu'on est dans les services, puisque quand on est freelance, c'est une activité de service, le chiffre d'affaires, il est limité à 77 700 euros. C'est-à-dire qu'au-delà, il faut qu'on change de structure sociétale. En D'accord. général, un freelance, 77 700 euros sur l'année, il peut l'atteindre assez rapidement. Voilà. Oui. On ne récupère pas on ne récupère pas la TVA quand on est en dessous de ce seuil. Et les charges sociales sont calculées sur le chiffre d'affaires et non pas sur le résultat net ou sur les revenus, comme on peut le faire sur d'autres structures sociétaires. On a un chiffre d'affaires minimum à faire pour valider ces trimestres de retraite. Donc je dirais que la micro-entreprise, alors c'est simple, c'est très très simple aussi à créer, on n'a pas besoin des statuts, etc., comme pour les autres structures dont on va parler. Mais si on envisage un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 euros sur l'année, bien il ne faut pas aller vers cette structure-là. D'accord? Donc la première question, c'est quel va être mon chiffre d'affaires prévisionnel? Et j'ai une question. C'est dur d'évoluer de la micro-entreprise à autre chose? Parce que du coup, il est-ce faut que la clôturer, micro-entreprise, il faut faut recréer. clôturer? Il va falloir clôturer la micro-entreprise et ensuite créer une autre structure sociétaire. Ce sont deux entités différentes. Ce sont deux personnalités juridiques différentes. Ce que l'on peut faire, si tu veux,
Par exemple, tout à l'heure, je vais parler, quand on va vraiment être dans les personnes morales, est-ce que on va être fiscalisé au titre de l'IR, l'impôt sur le revenu, ou l'impôt sur la société? Si tu changes de fiscalité, de pression fiscale sur ta société, t'es pas obligé de la clôturer, d'accord? C'est une option dans ta société qui existe déjà. Là, la différence, c'est que tu as déjà ta micro-entreprise, et si tu changes de structure sociétaire, eh ben, tu en recrées une. Ok. D'accord? Donc, un peu plus compliqué. Donc, se dire déjà, la bonne question, c'est quel va être mon chiffre d'affaires prévisionnel pour cette activité-là? Micro-entreprise, j'ai pas beaucoup de freelance dans l'IT qui choisit cette structure-là. Ensuite, on va parler donc de l'EURL. Donc, l'EURL, c'est la SARL avec un seul associé, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est une société, donc cette société-là est à créer. Donc, il va falloir faire des statuts, il va falloir s'immatriculer auprès des registres des commerces. Il y a tout un... La création d'une EURL est beaucoup plus lourde, je dirais, qu'une la création d'une micro-entreprise, qui, elle, est très simple. Alors là, moi, je peux vous aider dans la création, puisque je travaille avec des sociétés, avec des experts comptables, avec d'autres sociétés. Donc, on peut vraiment vous entourer et vous n'avez rien à faire. Juste, on vous pose quelques questions pour mettre le curseur à différents niveaux, mais on vous aide. Quand on est dans une URL, l'option fiscale, c'est l'impôt sur le revenu d'office. On peut être à l'impôt sur les sociétés, mais c'est une option. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, tous les TJM, etc. sur l'année, on va enlever des charges. Par contre, comme on est à l'impôt sur le revenu, on ne pourra pas amortir son ordinateur ou que sais-je. D'accord? C'est quand on est juste à l'IS qu'on peut amortir. Les charges, ça va être quoi? Aux indemnités kilométriques, les frais de repas, je sais pas, vos frais de déplacement, enfin, toutes les charges qui font que, je sais pas, les charges que vous avez tous les jours, quoi. Bon, voilà. Donc ça, on peut les retirer. Ça vous donne ce qu'on appelle un résultat net. D'accord? Et ce résultat net-là, eh bien, il sera fiscalisé au titre de l'impôt sur le revenu, au titre des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, dans votre tranche d'imposition, jusqu'à un certain revenu, c'est à 0, ensuite c'est 11, 30, 41 et 45%. C'est ce qu'on connaît. Voilà. Oui, c'est ce qu'on connaît tous très bien. Par contre, on a aussi des charges sociales, et il faut savoir que dans les SARL, les charges sociales représentent à peu près 45% du montant du revenu. Ah oui, quand donc même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir aussi. Il faut les payer. Okay, donc 45%. Toujours cette notion d'épargne de précaution. Je sais que je vais avoir ces charges-là à payer, il faut que je mette de l'argent de côté. Et là, c'est pareil, on peut vous aider pour vous dire, voilà, là, il y a telle charge à payer, etc., etc. Vous donner une sorte de timing. Donc, voilà pour le URL. Alors, il y a une option. Donc là, le URL à l'IR d'office, on peut opter pour l'impôt sur les sociétés. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les revenus, donc les TJM sur l'année que vous faites, que vous réalisez, ça va constituer votre chiffre d'affaires. On va enlever les charges. D'accord? Et là, on pourra enlever les amortissements. Mais en général, un freelance n'a pas beaucoup d'amortissements parce qu'il n'a pas, il travaille en général directement dans une entreprise. Bon, donc il n'a pas ses propres locaux, il n'a pas ses propres machines. C'est pas une charge qui va être importante pour lui. Mais si on travaille de chez nous, en télétravail, par exemple, on peut faire jouer ça? Alors, tu peux amortir, tu auras ton ordinateur que tu peux amortir sur une durée, sur 5 ans. Bon, il y aura ton bureau. Après, il faut que tu proratises aussi fiscalement la surface que tu occupes. Je sais pas ton bureau s'il fait, je te dis un exemple, 10% de la surface de ton logement. Mais par contre, ça veut dire que tu auras certains impôts à payer aussi, parce que c'est ton bureau qui est ça. Donc, il ne faut pas oublier que oui, ça crée aussi le paiement d'impôts. EURL à l'IS. Donc, revenus moins les charges, ça me donne un résultat net. Ce résultat-là va être fiscalisé au titre de l'IS, donc c'est l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, donc il va être à 15%,
jusqu'à 47 000 euros de résultats, et au-delà, 25%. Par contre, donc là, mon résultat est fiscalisé. Petite correction de notre experte, il faut atteindre 42 500 euros et non 47 000 euros. Mais moi, à titre privé, je n'ai pas eu de revenus. Ce qui veut dire que quand je vais retirer des revenus, donc sous forme de salaire, eh bien, ce que je vais avoir dans ma poche va être fiscalisé au titre de mon impôt sur le revenu. Le revenu, oui, bien sûr. Donc, on voit qu'on a une double imposition si on prend une EURL fiscalisée au titre de l'IS. Après, si on choisit bien son salaire, du coup, il n'y a pas trop de soucis. Alors, tu peux mettre le curseur entre dire est-ce que je choisis, parce qu'on peut aussi percevoir des dividendes quand on est dans une SARL. Par contre, fiscalement parlant, il ne va pas falloir que ces dividendes dépassent 10% de tes capitaux propres. Après, ça crée d'autres incidences fiscales. Je dirais que ça peut être intéressant si les revenus issus de l'activité de freelance sont très importants et font que si on les déclare au titre de l'impôt sur le revenu, on saute beaucoup de tranches. D'accord. Okay. D'accord. Donc c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de... Il faut vraiment faire un calcul au cas par cas. D'accord. Et faire une simulation. Je suis à l'IR, voilà ce que j'ai comme impôt à payer. Je suis à l'IS, voilà ce que j'aurai comme impôt à payer. D'accord. Oui. On a une autre structure, c'est la SASU. Donc Société par action simplifiée unipersonnelle. Alors elle est d'office à l'impôt sur les sociétés. À l'IR, à l'impôt sur le revenu, c'est une option. Je développerai cette option-là après. Ce qui veut dire que, par contre, quand on est président de SASU et que l'on veut percevoir un salaire, on est assez fortement fiscalisé. Les charges sociales, donc ça représente à peu près 82%. C'est énorme. Wow. Par contre, il faut savoir que quand on perçoit un salaire d'une SASU, la protection sociale est assez importante, assimilée à la protection sociale des salariés, sauf que on n'est pas protégé contre le chômage. C'est-à-dire que si on a une période de chômage, on a cotisé en tant que salarié dans une SASU, on n'est pas protégé si on est au chômage. D'accord ? Alors, la SASU, donc, beaucoup de charges sociales. Et si on ne se verse pas de revenus dans une SASU, on n'est pas protégé. Donc, il faut un minimum de revenus. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais il faut avoir ça à l'esprit. Alors, ma SASU à l'impôt sur les sociétés, c'est toujours la même chose. J'ai mes revenus. Impôt sur les sociétés, j'ai mes charges. D'accord ? J'ai mon résultat net, mon résultat est fiscalisé au titre de l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est toujours les mêmes conditions, 15 ou 25% quand on dépasse notre tranche. Quelle est la solution, je dirais, que l'on peut avoir pour diminuer ces charges sociales qui sont de 45% dans une URL et 82% quand on est dans une SASU. Déjà, on a l'ACRE. C'est-à-dire que si on bénéficie de l'ACRE, on a une exonération de certaines cotisations sociales pendant 12 mois. Donc ça, il faut la demander. C'est que 12 mois. C'est que 12 mois. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, oui, c'est déjà pas mal. Mais j'avais souvenir qu'avant, c'était plus long, c'est pour ça. C'est un peu de chagrin. Ensuite, il y a d'autres solutions qui peuvent être... franchement, je ne les ai jamais utilisées, mais ça existe. Ça dépend de la situation géographique du siège de votre entreprise. On peut avoir des réductions de charges sociales si on est dans un bassin de l'emploi à redynamiser, si on est dans une zone de revitalisation rurale ou une zone franche urbaine. J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, mais ça existe. Il y a aussi des aides pour les entreprises innovantes ou les entreprises universitaires. Donc, ça peut être le cas aussi. L'autre aussi façon de diminuer les charges sociales, c'est notre fameuse SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une option que je conseille fortement pour les freelances. Pourquoi ? Donc, on se souvient, à l'impôt sur les sociétés, j'ai mon résultat net qui est fiscalisé au titre de l'impôt sur les sociétés. Je veux percevoir des revenus,
les revenus sont eux-mêmes fiscalisés dans mon impôt personnel, à l'IR. Là, ma société, option impôt sur le revenu. Alors, c'est un choix que l'on fait à la création de la SASU ou durant les 5 premiers exercices comptables. D'accord ? À partir du moment où on a atteint ces 5 ans, cette option, on l'a optée pendant 5 ans, on est obligé de changer. D'accord ? Donc, soit on revient à l'IS, soit on change, on se transforme en SARL. Après, il y a une autre étude à faire à ce moment-là. Il y a une formalité, donc ça, je peux aussi la faire pour vous. Il faut envoyer une demande écrite au service des impôts dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de l'exercice comptable en disant voilà, la SASU X ou Y que j'ai créée sera fiscalisée au titre de l'IR et non pas de l'IS, de l'impôt sur les sociétés. Les bénéfices, donc c'est-à-dire résultats moins les charges, seront alors directement imposés dans notre propre déclaration d'impôt au titre des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, pour l'activité de freelance. Pour d'autres activités, c'est soit BNC, soit bénéfices agricoles, mais ça ne concerne pas les freelance IT. Et ensuite, ils seront directement fiscalisés dans votre tranche d'imposition. Toujours nos fameux 0, 11, 30, 41 ou 45%. D'accord ? Là, les charges sociales ne représentent que 9,7%. On n'est plus à nos 45, on n'est plus à nos 82. Là, on diminue largement nos charges sociales. Il faut rajouter à cela la TVA de 20%, d'accord ? Puisque la TVA sur les services, c'est 20%. Mais ça, on ne peut pas y déroger. On peut pas y échapper. Ouais, bon, voilà. Par contre, comme on n'a pas de revenus issus de notre société, il faut qu'on puisse percevoir un minimum de revenus, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir cotiser pour la retraite. C'est quoi le minimum ? 400 euros. 400 euros. Voilà. Ce qui veut dire que tous les mois, on aura nos BIC, d'accord, qui arriveront directement sur notre compte. Et il faudra en plus qu'on ait une fiche de paye de 400 euros minimum par mois pour pouvoir cotiser à la retraite. Sur ces 400 euros, on aura nos 82% de charges. D'accord ? Mais c'est minime et ça vous donne droit, ça compte en fait pour les trimestres de retraite. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Voilà. Donc, je pense que les freelance IT, la structure sociétale qui est la mieux adaptée pour eux, c'est vraiment la SASU à l'IR. Mais c'est temporaire, c'est 5 ans. Donc au bout des 5 ans, il y a une nouvelle étude à faire, sociétale, fiscale, et on voit où on met le curseur. Et en fonction de ce qu'on gagne, de comment on gère l'argent, si on a besoin de sécurité ou des choses comme ça, on va plus aller sur l'un ou sur l'autre, c'est ça ? Voilà. Et après, il faut savoir que cet avantage concernant les charges sociales que l'on a pendant 5 ans, on ne pourra pas l'avoir dans d'autres sociétés. D'accord ? Donc là, il faudra payer. D'accord ? Et c'est quoi les critères qu'il faut absolument prendre en compte pour se décider pour l'un ou l'autre? Est-ce que ça va être plus le chiffre d'affaires, combien on gagne, le TJM? Est-ce qu'on doit réfléchir au niveau de protection qu'on veut? Est-ce qu'on peut se dire, je vais pas me cotiser pour la retraite et je vais tout mettre de côté? Enfin, comment on voit les choses? Alors, là, si tu veux, les 82%, c'est vraiment pour tes trimestres. Donc ça, je pense que ça, c'est important de le faire. Ensuite, effectivement, ça va dépendre de ton chiffre d'affaires. On a très bien vu avec une micro-entreprise, dès qu'on dépasse les 77 500, on est obligé de changer de structure sociétale. Donc, à mon avis, le freelance IT, il n'a pas intérêt à... Ou alors peut-être pour commencer, se dire, tiens, je vais commencer, voir les 6 premiers mois ce que ça donne. Bon, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'il va être très vite obligé de changer de structure. Donc ça, bon. Ensuite, la protection sociale, on voit que c'est un coût, la protection sociale. D'accord ? Que ce soit dans une structure ou dans une autre, c'est un coût. Par contre, ce qu'il peut faire aussi parallèlement, parce que tout à l'heure, en introduction, au début, on s'est dit que les salaires des freelances augmentaient par rapport à la même activité, je dirais, en tant que salarié, c'est se mettre de l'argent de côté. Donc, il y a des solutions aussi financières pour pouvoir se mettre de l'argent de côté et puis se constituer un patrimoine pour la retraite. Et en plus, on va défiscaliser. Donc là, on va toucher à plusieurs domaines en même temps. Et du coup, parlons de la trésorerie, parce que c'est vraiment aussi un sujet qui revient souvent. C'est quoi déjà les bons réflexes ? Moi, souvent, j'entends des règles un peu... alors, c'est des règles que j'entends, par exemple,
50-20-30 ou des choses comme ça. Alors, alors, Comment on gère tout ça? alors, moi, ce que je Il y a un conseil. conseille, en fait, déjà aux freelance, c'est se mettre minimum 6 mois de recettes de côté. D'accord? Ok, 6 mois de recettes. Voilà, à peu près. S'il peut plus, tant mieux. Mais je dirais que c'est vraiment un matelas de sécurité pour lui, pour payer certaines charges, et puis toujours faire le lien, je dirais, entre le moment où il facture et le moment où il est réellement payé. Peut-être qu'entre deux missions, il y a un laps de temps où il ne sera pas payé. Il faut vraiment qu'il ait ce matelas de sécurité avec lui. Et ce matelas de sécurité-là, déjà, le mettre sur de l'épargne disponible et qui n'est pas risqué. Pourquoi? Si on investit cet argent-là en bourse, donc la bourse est haute, c'est très bien, on gagne de l'argent, etc. Rappelez aussi qu'en bourse, on n'a pas gagné ni perdu tant qu'on n'a pas vendu. Donc, quand on me dit la bourse monte, j'ai gagné, t'as vendu? Non, t'as rien gagné. Bon, ça monte, tant mieux, quoi. Ah, ouais, c'est une réalité. Donc, il suffit que le freelance ait besoin de cet argent et que la bourse ait chuté, par exemple, c'est pas un bon conseil. Moi, je conseille toujours un matelas de sécurité sur des livrets. Alors, les taux sont relativement intéressants actuellement parce qu'on connaît ce qui se passe avec les taux d'intérêt, mais le but, c'est pas de spéculer, c'est se dire, cette épargne-là, il est disponible. J'en ai besoin, je me fais mes petits virements, voilà, c'est disponible, c'est pas risqué, ça se capitalise gentiment. Bon. Et il y a certains livrets où il n'y a pas de fiscalité dessus, ni les prélèvements sociaux, donc voilà, moi je préconise plutôt ce genre d'épargne de précaution. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, quand on conseille un client, on a des obligations légales. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à un client, on va mettre tout ton argent en bourse ou dans l'immobilier, dans des SCPI, où il faut vraiment qu'on a une obligation, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire la connaissance client. Je dois demander à mon client déjà ce qu'il veut, sa situation patrimoniale, fiscale, financière, ce qu'il veut, est-ce qu'il s'y connaît ou pas dans les marchés financiers, est-ce qu'il veut investir dans les marchés financiers, est-ce qu'il veut que ses placements, ce soient des placements durables, investir dans la durabilité, donc tout ce qui est ESG ou pas. Enfin, on a vraiment des obligations et on ne peut pas conseiller le client sans qu'il nous ait répondu à ces questions-là. C'est une Marrant. obligation. C'est marrant parce que je mets un peu d'argent sur des plateformes et ils posent ces mêmes questions maintenant. C'est Ils une sont obligés. obligation légale. C'est une obligation. D'accord, je comprends mieux maintenant. Parce que je me dis pourquoi ils posaient cette question à chaque fois. C'est obligé. C'est Alors, marrant. on en a de plus en plus. Bon, ça, c'est la réglementation, mais on peut pas y déroger. Donc, et je pense que c'est utile et nécessaire euh, que, que, que les freelances, que les clients sachent où ils investissent et pourquoi. On leur explique. Oui. Ça, c'est une obligation. Une fois qu'on a eu, je dirais, tous ces éléments-là, on fait un bilan patrimonial aussi. Parce que si par exemple le freelance me dit dans 2 ans, je veux m'acheter un appartement ou une maison, donc faire une acquisition immobilière, ça veut dire aussi faire un prêt. Donc ça, il faut qu'on parle aussi de cette facette-là pour le freelance. Bon, ça va pas être la même chose que le freelance qui dit j'ai aucun projet. C'est vraiment du cas par cas. Donc, il n'y a pas de portefeuille type freelance. Il faut vraiment faire une étude patrimoniale parce qu'il faut qu'on le conseille toujours au mieux de ses intérêts. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a ces questions-là, se dire, est-ce qu'il y a de l'épargne de précaution? Ça, c'est quelque chose qui est pour moi incontournable. Ensuite, l'épargne moyen terme. L'épargne moyen terme, qu'est-ce qui existe actuellement? Vous allez avoir les plans d'épargne logement. D'accord, les taux sont pas... Il y a tout ce qui va être PEA, placement sur les marchés, sur les comptes titres. Et il y a aussi les placements un peu plus long terme. Là, on va partir sur de l'assurance vie, sur des PER, plans d'épargne retraite. Donc, je vais développer ces deux facettes-là. On peut aller aussi sur de l'immobilier. Moi, je propose aussi un produit de diversification. Donc, ça dépend aussi de la sensibilité. Mais on peut investir dans des bois, dans des forêts, dans des vignes, dans des terres agricoles. Et je commercialise même des vaches. Donc, parce qu'en fait, déjà, ça aide le monde agricole. Et puis, ça permet aussi de défiscaliser puisqu'on part en déficit agricole. D'accord. Donc, on diminue en fait la base taxable. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est un exemple, mais c'est vraiment ça, c'est de la diversification. D'accord, c'est pas, on met pas tout et
Il y a aussi un adage qui est utilisé dans la gestion de patrimoine, c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Un portefeuille doit être diversifié. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut respecter. Et parce que du coup, j'ai l'impression que tu as un peu éloigné la bourse, parce que c'est un peu le truc que tout le monde veut mettre, parce qu'on se dit gros gain ou grosse perte. C'est vraiment le truc qu'on doit mettre au minimum parce que c'est risqué par rapport au reste, ou vraiment ça doit être aussi dans notre stratégie de diversification. Mais bien sûr, les marchés financiers font partie des conseils que je donne. Par contre, le curseur, ça va dépendre de chaque personne. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut investir l'intégralité de son patrimoine en bourse, moi je vais lui dire ce qu'il en est, mais s'il veut, je peux pas l'en empêcher. S'il y a une personne qui me dit moi je veux pas du tout de bourse parce que je sais pas, c'est trop volatile, ou j'ai un projet sur dans 2 ans donc je veux pas prendre ce risque, c'est vraiment du cas par cas. Mais bien sûr que les marchés financiers, quels qu'ils soient, font partie des conseils que je donne. Ensuite, il y a tout un suivi, c'est-à-dire que je peux suivre aussi les portefeuilles, je travaille directement avec des salles de marché, par exemple. Ça fait partie, bien sûr, du panel que je propose. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas on peut pas dire, voilà, tu es freelance active, voilà le portefeuille type. C'est vraiment du cas par cas. D'accord ? En plus, il faut aussi suivre des choses qu'on apprécie, nous. Je dis ça parce que moi, j'investis beaucoup dans l'art. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, je trouve ça intéressant. Donc, c'est un truc qui m'intéresse. Donc, forcément, je peux plus le suivre facilement. Et donc, je pense qu'il faut aussi choisir les choses qui nous intéressent et qu'on peut regarder nous-mêmes pour les comprendre. Bien sûr. Et l'art, quand on a une société, la société peut investir dans l'art. Et ça permet aussi de créer de la charge et donc de défiscaliser dans notre société. Donc ça, c'est un outil de défiscalisation. Voilà, c'est un exemple. Mais bon, tout ça, je développe. Voilà, après, mais c'est vrai que c'est un bon investissement, mais en diversification. On ne peut pas tout investir dans l'art. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des risques. C'est tout. Comme partout. Et j'avais une autre question. Tu as parlé de différents livrets, mais il y en a qui sont bloqués, non ? Il y en a qui sont bloqués sur plusieurs années, parce que l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite, c'est pas bloqué ? Alors, en fait, l'assurance vie n'est pas bloquée. C'est-à-dire que la fiscalité sera différente quand on va retirer de l'argent, donc un retrait total, je clôture mon contrat ou partiel, d'accord ? Dans ce cas-là, les intérêts de ce que l'on va retirer vont être fiscalisés, et la fiscalité sera différente selon l'âge du contrat d'assurance vie. Sur un contrat d'assurance vie, donc il n'y a pas de condition de retrait. Par contre, le but d'un contrat d'assurance vie, c'est pas j'ouvre un contrat, je retire le lendemain, c'est plutôt un placement sur du long terme. Un plan d'épargne retraite, lui, en période de capitalisation, donc jusqu'à temps qu'on demande les droits à la retraite, ça va travailler comme un contrat d'assurance vie, sauf que pour pouvoir retirer les fonds, il va falloir avoir des raisons légitimes. Par exemple, je veux acheter ma résidence principale, ou je suis au chômage, ou ma société est en liquidation, donc vraiment des causes légitimes. Et depuis fin 2024, si on fait des travaux qui améliorent l'ESG, donc son habitat, on peut aussi retirer sur les PER. Donc ça, c'est récent depuis l'année dernière. Mais il y a des conditions légitimes. Par contre, le PER, ce qui est intéressant, c'est en période de capitalisation, ça travaille comme un contrat d'assurance vie. Alors, c'est quoi un contrat d'assurance vie ? C'est une poche fiscale, d'accord ? À l'intérieur, on va dire qu'on a 2 sous-enveloppes. On va avoir une enveloppe qui va être en fonds en euros. Donc, le fonds en euros, c'est un fonds qui est... en fait, les compagnies d'assurance investissent massivement dans des obligations. Donc, c'est à peu près les taux des marchés obligataires, d'accord ? À peu près, je rentre pas dans les détails, mais bon, voilà. Et puis, on va avoir une autre poche qu'on appelle les unités de compte. Donc, dans ces unités de compte-là, on va retrouver nos SICA, fonds communs de placement, OPCI, SCPI, enfin... Et on va pouvoir arbitrer dans cette enveloppe-là sans payer la plus-value. Il n'y aura pas d'impôt de plus-value quand on va arbitrer. Ok. D'accord ? Et cette enveloppe-là, eh bien, il y a aussi des avantages successoraux. C'est-à-dire qu'on a une clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie et on désigne, si on décède, qui va bénéficier du capital et des intérêts de ce placement-là. Bon. Et selon le montant, soit il n'y aura pas de droit de succession, mais c'est selon le montant que
que l'on hérite. D'accord. On peut aussi Ok. travailler la clause bénéficiaire, démembrer, etc. Donc, il y a vraiment une étude patrimoniale à faire autour de ces contrats d'assurance vie-là. Donc ça, c'est le simple contrat d'assurance vie. PER, plan d'épargne retraite, quand on est en période de capitalisation, fonctionne de la même façon. On a toujours nos dessous enveloppes, on peut arbitrer, etc. En plus, le plan d'épargne retraite, ce que l'on verse dessus, d'accord, va permettre un avantage fiscal, c'est-à-dire que ça va venir en réduction d'impôt, donc réduire la base taxable. D'accord ? D'accord. C'est plafonné. En général, c'est... C'était ma question. Sinon, on mettrait tout sur le PER et on défiscalerait, on paierait plus d'impôts. Mais non, c'est plafonné. Alors, en fait, les plafonds, on les retrouve dans notre avis d'imposition. C'est la 3e page. En général, on a des montants des 3 dernières années quand on n'a pas utilisé ce plafond-là. Donc, et sinon, c'est 10% des revenus que l'on déclare. Et ça, on additionne ça, en fait, c'est sur les 3 dernières années. Donc, on retrouve ça sur l'avis d'imposition. Ok. Donc, on diminue. Mais j'avais posé une question, mais Vas-y. je veux pas te couper. Non, vas-y. J'ai dire parce que souvent, quand je parle à des freelances, ils me disent que comme ils gagnent beaucoup de sous très rapidement, ils atteignent très vite les plafonds de tous les livrets ou toutes les petites assurances vie. Et comment on essaie d'éviter ça? Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Sur l'assurance vie, il n'y a pas de plafond. C'est sur les Sur l'assurance vie, livrets. il n'y a pas de plafond. Ok, Alors, sur les sur livrets. certains livrets, il y a des plafonds. Ce sont les livrets qui sont, on va défiscaliser. Et quand on dépasse, on va sur des livrets fiscalisés. Bon, le but n'étant pas non plus de mettre le maximum sur les livrets, parce que c'est pas ce qui rapporte le plus. D'accord ? Ensuite, c'est pour ça qu'un bilan patrimonial est utile et nécessaire, parce que ça permet de mieux connaître, en fait, le freelance, voir ce qu'il veut pas, conseiller. On fait une enveloppe, on met tant sur les livrets. Si ça dépasse, on va sur ce tel placement. Et ça dépend vraiment de la sensibilité du client. D'accord. Mais le but, c'est pas de tout mettre. C'est pareil. Moi, je vois des freelances, ils laissent tout sur le compte chèque, sur le compte courant. Je dis non, il y a une inflation, ce qui veut dire qu'ils perdent de l'argent. Il faut structurer. Et il faut se dire, c'est pareil, si on investit sur les plans d'épargne retraite, si on investit sur les marchés, c'est de l'argent dont on n'aura pas besoin tout de suite. Donc, bien respecter cette échelle des temps, se dire, voilà ce que j'ai sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme. Voilà ce qui me permet de défiscaliser. Voilà ce qui me permet de protéger aussi ma famille. Parce que souvent aussi, je conseille les freelances dans tout ce qui va être assurance décès aussi. Ça peut aussi faire partie des conseils, c'est-à-dire que le risque, c'est le décès, d'accord, ou l'invalidité totale. Et donc, ils payent une cotisation mensuelle qui permet, s'ils sont en incapacité totale de travailler, eux, ils perçoivent ce capital. Et sinon, ce sont les héritiers. Il y a des avantages successoraux aussi avec ce capital-là. Donc, ça peut aussi faire partie des conseils, surtout qu'en général, les freelance IT sont relativement jeunes, ce qui veut dire que la cotisation n'est pas élevée. Donc, ce que je conseille, c'est souvent, on commence par une assurance décès, on ouvre un contrat d'assurance vie, et au fur et à mesure où on a versé sur le contrat d'assurance vie, le capital décès, on diminue le curseur, et ensuite, l'assurance vie prend direct. Voilà. Donc, c'est ce que je conseille en général à mes clients. Et souvent, c'est quoi les erreurs ou les petites habitudes que font les freelance IT que tu remarques et qui sont soit des bonnes pratiques, soit des mauvaises pratiques? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme ça? Alors, moi, ce que je vois, c'est que souvent, ils s'entourent pas de conseillers. C'est-à-dire que, voilà, ils se disent, je suis freelance, mon copain freelance, il a fait ça, donc je vais faire comme lui. Chaque cas est différent, c'est ce qu'il faut se dire. Ce qui peut être bien pour l'un n'est pas bien pour l'autre, pour les raisons que l'on vient d'évoquer ensemble. Il faut s'entourer de conseils, et puis après, il y a un suivi. C'est-à-dire, il faut un expert comptable, il faut un comptable, il faut, c'est pareil, la facturation, il faut vraiment s'entourer de personnes qui s'y connaissent, qui vous suivent. Et donc, pour ce faire, moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle PME Easy. Et donc, cette société-là vous aide dans déclaration de TVA, travailler avec un expert comptable, puisqu'ils ont des accords avec les experts comptables. Donc, ils connaissent tout ce qui va être facturation, tout ce qui va être... Et puis, c'est pareil, c'est se créer aussi une
communauté, enfin si on peut appeler ça comme ça, de freelance et effectivement tout ce qui est bien pour l'un peut servir aussi à l'autre. Donc c'est une sorte d'échange parce que le freelance, faut pas oublier non plus qu'il est tout seul et des fois il a Oui, c'est vrai. besoin de conseils, de suivi. Donc PME Easy peut être là pour les suivre et puis Mm. tout ce qui va être charge, tout ce qui va être facturation, tout ce qui va être TVA, expert comptable, voilà. Ok, ouais, c'est super intéressant. Et c'est fou parce que déjà je me rendais pas compte à quel point que ça pouvait être aussi personnalisé. On a souvent l'impression qu'il y a la bonne pratique et la mauvaise pratique, et en fait, pas forcément. Euh, et moi, je pensais à ça aussi, là, comme ça. Souvent, on parle d'investir à titre personnel, mais on peut investir aussi avec son entreprise, parce que moi, on parle souvent de faire j'ai peur de dire une bêtise, une SCI. Oui. Genre faire une SCI pour investir dans l'immobilier ou investir même avec sa famille pour rajouter pour les droits successoriaux. Est-ce que ça, c'est aussi une solution que les freelances ont? Alors, on peut acheter un bien immobilier par le biais d'une SCI ou en direct. Alors, ensuite, ça va dépendre de ce que l'on va acheter. Est-ce qu'on achète sa Mhm. résidence principale? Est-ce qu'on achète un bien locatif? Alors, le bien locatif, est-ce qu'il sera loué à Mhm. des particuliers? Est-ce qu'il sera loué à sa propre société? Donc après, à voir. La SCI, est-ce qu'elle sera fiscalisée à l'IR, à l'impôt sur le revenu? Mhm. Est-ce qu'elle On sera revient à ça. fiscalisée à l'IS? Acheter, je dirais, mettre un bien immobilier dans une SCI, ça sert à quoi? euh, Bien du locatif, ça peut être intéressant parce qu'on a les revenus et les charges. D'accord. Et on peut amortir quand on est à l'IS. C'est toujours la même chose. Donc, on est Ouais. fiscalisé à l'IS sur le résultat net. Et ensuite, on est propriétaire de part de cette société. C'est-à-dire que c'est la société qui est propriétaire du bien immobilier qu'on a acheté. Ça facilite, je vais dire, la transmission. Puisqu'on peut très bien Mhm. dire, tiens, à mon enfant, je fais une donation ou d'une partie des parts de ma SCI. Est-ce que je fais une donation en pleine propriété? Est-ce que je fais une donation démembrée? Je garde l'usufruit et je donne la nue propriété. À la succession, l'usufruit rejoint la nue propriété sans payer de droit, donc de droit de succession. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc ça peut être une solution. Ensuite, mettre son bureau, son entreprise dans une SCI, oui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui font ça. Mhm. Parce que D'accord. après, quand ils vendent leur société, ils Mhm. gardent en général l'immobilier et ils continuent à percevoir des loyers. Donc ça peut être un complément de revenu quand on est à la retraite. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que ça peut être un chemin que peuvent prendre des freelances ou comme eux, ils sont un peu seuls, c'est pas une bonne solution? Enfin, après, j'ai bien compris qu'il faut toujours faire un bilan et que ça, c'est vraiment C'est la priorité. bien passé. Euh, oui, non, non, ils peuvent, bien sûr, il y a pas de contre-indication. Voilà. Ok. Voilà. Par contre, le freelance, je rappelle, il en général, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas de bureau, il n'a pas de locaux. Il va plutôt investir quand il va investir par le biais d'une Mhm. SCI dans du locatif. Souvent, c'est ça que j'entends, c'est que ils font une SCI pour intégrer leur famille et prendre des biens locatifs et après pouvoir les passer aux autres membres, etc. Donc, Ça peut être une solution. Bon, parmi d'autres. parmi Il y d'autres. a d'autres solutions aussi. Donc c'est pour ça que vraiment un bilan patrimonial, c'est vraiment, je dirais, la clé. Voilà, ça permet de Et du coup, vraiment voilà. Parce qu'il y a d'autres solutions. si on peut conseiller aux freelance IT de faire un bilan, on peut faire un bilan avec toi ou avec comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut ramener, qu'est-ce qu'il faut dire. Peut-être tu peux un peu plus parler de ce bilan qui a l'air hyper important. Alors oui, effectivement. Alors oui, ils peuvent faire un bilan patrimonial avec moi sans souci, puisque c'est mon métier en fait. Alors, on demande beaucoup de choses parce que bien sûr, plus Mhm. j'ai d'éléments, mieux je peux les conseiller. C'est-à-dire que Mhm. ça va être les avis d'imposition, ça va être tout ce qu'ils possèdent en immobilier, les comptes et placements financiers, quels vont être les projets, et puis bien sûr répondre à toutes les questions dont on a parlé tout à l'heure, le Mhm. KYC, la sensibilité sur les marchés financiers, est-ce qu'ils s'y connaissent ou pas, est-ce qu'ils veulent y aller ou pas, et puis tout ce qui est question de durabilité. Il y a tout un questionnaire, donc ça en général je l'envoie par mail,
C'est assez Mhm. rapide. Suite à ça, j'établis, enfin, je pose quelques questions, bien sûr, et puis j'établis un bilan patrimonial. Et puis, soit on se voit, soit on se fait un rendez-vous Teams, et puis je donne ma conclusion, et puis est-ce qui est bien, est-ce qui est pas bien. Donc voilà Ok, comment je fonctionne. Euh, voilà. ok. Ouais, ouais, je trouve que déjà, c'était hyper intéressant. Moi, je retiens beaucoup de choses. Ça a donné beaucoup d'informations et je pense que ça va aider pas mal de monde. Euh, Ce que je conseillerais d'ailleurs, c'est de faire un bilan patrimonial pour beaucoup. Donc, n'hésitez pas Oui. à te contacter. Ils peuvent te contacter par LinkedIn. Alors, par LinkedIn, oui, bien sûr. Donc, Florence Le Goff et mon entreprise, c'est Firenze Patrimoine. Par mail, donc mon mail, c'est florence.legoff, L-E-G-O-2-F, à Firenze Patrimoine, donc F-I-R-E-N-Z-E et patrimoine attaché, .net. C'est la ville de Florence en Italie. Mhm. Ah. Voilà. Bon, j'aime beaucoup l'Italie. Donc la raison pour laquelle j'ai appelé mon entreprise Firenze Patrimoine. Et puis ne pas hésiter non plus à contacter PME Easy pour la suite. Parce que cette société-là est vraiment spécialisée dans, je vais dire, la gestion et le suivi des freelances. Donc ne pas hésiter à les contacter donc par LinkedIn, donc PME et Easy sur LinkedIn, donc vous les trouvez facilement. Et sinon le président est Brice Le Goff. Voilà, donc soit Brice Le Goff, soit PME Easy. Voilà, et on vous accueillera vraiment volontiers. Et puis je vous dis à tous bon deal. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces informations et ta bonne humeur. Et à bientôt. À bientôt à tous. Au revoir.